Bien, il est 14h30, donc je commence. Donc ceci est la première leçon de mon cours de l'année académique 2023-2024 qui sera consacrée à la quantification des théories de jauge et en particulier aux techniques qui permettent de contrôler la renormalisation d'une manière compatible avec l'invariance de jauge. Alors ma première leçon, et ça se fait à travers la manière la plus efficace de le faire pour toutes les théories de jauge en fait, donc qui est assez universelle comme méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le formalisme des antichamps, ou aussi formalisme de Batalin et Vilkovisky, parce que c'est eux qui l'ont mis au point. Oui, information, donc, parenthèse, en fait Batalin, donc l'un des deux de Batalin et Vilkovisky, est décédé cette année-ci. Mais Vilkovisky est toujours bien en vie. Alors, donc je vais développer ce formalisme et je montrerai comment ce formalisme s'applique à la renormalisation des théories comme Yang-Mills. Alors, la première leçon, donc la leçon d'aujourd'hui, ça va être essentiellement des motivations et des considérations générales sur les théories de jauge. Je commencerai réellement l'étude du formalisme des antichamps la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je vais être assez général et je vais aussi essayer de motiver, puisque pour certains d'entre vous, peut-être que c'est un peu abstrait, théorie de jauge. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est effectivement vous donner des raisons physiques pour lesquelles on est amené à étudier comment on quantifie les théories de jauge. Bon, alors la raison, évidemment, c'est que les théories de jauge décrivent toutes les interactions fondamentales connues, que ce soit l'électromagnétisme, les interactions fortes ou faibles nucléaires, ou la gravitation. Toutes ces théories possèdent une symétrie qui est paramétrisée par des fonctions dépendant des fonctions arbitraires de l'espace et du temps. Donc c'est ce qu'on appelle des théories de jauge. Donc ici, quand j'utiliserai le terme théorie de jauge, ce ne sera pas uniquement spécifiquement pour Yang-Mills. Parfois, quand on parle de théorie de jauge, on a juste Yang-Mills en tête. Ce sera pour toutes les théories qui possèdent une invariance décrite par des fonctions arbitraires de l'espace et surtout du temps. Voilà que le temps est important pour ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit, toutes les théories physiques fondamentales possèdent une invariance de jauge. Et donc, je vais reprendre quelques exemples juste pour démarrer le cours et peut-être aussi pour fixer les notations. Donc, l'exemple typique et bien connu, c'est l'électromagnétisme. Alors, l'électromagnétisme, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre la symétrie de jauge, la structure de la symétrie de jauge. Je vais simplifier tout le reste, donc je vais prendre le champ de Maxwell libre. Donc, vous savez qu'il est décrit par un potentiel vecteur que je vais noter à mu, donc les indices grecs, c'est des indices d'espace-temps, et l'action du champ électromagnétique libre, c'est l'action de Maxwell. Je l'écris à n dimensions, où f mu nu, c'est le tenseur de Faraday, donc c'est obtenu en prenant la dérivée extérieure de A mu. Et la propriété qui va nous intéresser de cette action, bon, bien sûr, elle conduit aux équations de Maxwell, mais elle possède une invariance de jauge. Si je transforme le potentiel vecteur en lui ajoutant le gradient d'espace-temps d'un scalaire que j'appelle lambda, où lambda est une fonction arbitraire des coordonnées d'espace-temps, donc je vais isoler le temps et l'espace. Le tenseur f mu nu est invariant. Et donc clairement l'action est invariante. Égale. Et donc ceci est un exemple type, probablement le premier
qui a été mis en évidence d'une symétrie de jauge. On a effectivement une théorie qui est décrite par un principe d'action qui possède une invariance qui est caractérisée, qui est paramétrisée par une fonction arbitraire de l'espace et du temps. Alors, la généralisation due à Young et à Mills de cette théorie, c'est de remplacer, et de nouveau je vais écrire les choses un peu pour fixer les notations. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous êtes exposé à cela, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc la généralisation due à Young et Mills, c'est de remplacer cette connexion qui est abélienne, parce que la transformation de jauge ici est abélienne. Si on prend le commutateur de deux telles transformations de jauge, on obtient 0. Donc en fait, que lambda soit infinitésimal ou fini, ben la transformation de jauge prend la même forme. Donc de remplacer ce qu'on appelle AMU, qu'on appelle aussi connexion, parce que géométriquement, on peut montrer que AMU peut être interprété comme une connexion. On remplace AMU par une connexion non abélienne. Donc plusieurs AMU. Donc il y aura un indice interne. Donc je vais utiliser les notations suivantes. L'indice interne est représenté par une lettre latine. Et donc AMU sera ce qu'on appelle le champ de jauge. Donc ça, c'est un indice d'espace-temps, comme pour AMU là, mais ici, il y a un indice interne qui prend une valeur dans une algèbre de Lie. Et donc je vais noter les générateurs de l'algèbre de Lie TA. Et donc cette algèbre de Lie sera caractérisée par certaines constantes de structure que j'appelle FABC. Alors, ce qui va généraliser la transformation ici, c'est, et je vais écrire les choses infinitésimalement parce que c'est plus facile, et ça ressemble, donc qui est AMU plus, alors j'écris, donc je considère le paramètre de jauge petit, donc j'écris les choses au premier ordre, et donc la variation infinitésimale, c'est la même, ça commence comme dans le cas abélien, mais il y a un terme supplémentaire qui est en fait qui complète cette dérivée ordinaire en une dérivée covariante pour la symétrie interne, donc qui fait apparaître le potentiel vecteur. Donc il y a un terme nouveau et vous voyez que ce terme fait apparaître explicitement le champ, alors que là, le champ n'apparaissait pas. Et donc ceci, c'est en fait la dérivée covariante de epsilon. Et AMU, on voit joue le rôle de connexion pour un objet se transformant dans la représentation adjointe. Donc à nouveau, s'il y a des questions, j'imagine que Young-Mills, vous avez déjà été exposé à Young-Mills dans votre vie, mais s'il y a des questions de notation ou conceptuelles, n'hésitez pas à les poser. Mais donc ce qui est important, c'est qu'à partir de la connexion, on peut fabriquer ce qu'on appelle la courbure. Oui, donc epsilon A ici est une fonction, enfin, sont des fonctions arbitraires de l'espace et du temps, donc de l'espace-temps. On peut fabriquer une courbure qui, dans mes conventions de signes et notation, s'écrit, ça commence comme la courbure abélienne, mais il y a des termes supplémentaires qui tiennent compte du fait qu'il y a des termes supplémentaires dans la loi de transformation, des mu à mu. Et donc j'écris tout ça à nouveau pour être tout à fait explicite et pour poser les notations. Donc les courbures, il y a un terme linéaire qui est le même que dans le cas abélien, et puis un terme quadratique. Alors on peut montrer que la variation par transformation de jauge de la courbure est un petit peu plus est homogène, c'est plus invariant, mais ça se transforme plus simplement que le potentiel vecteur. C'est FABC, FB mu nu epsilon c. Il faut utiliser l'identité de Jacobi sur les constantes de structure pour le vérifier. Et l'action va juste s'écrire
Donc on va généraliser l'expression qui est là. Elle va être quadratique en les courbures. Alors, il y a un indice à contracter. On le fait en utilisant la métrique invariante, ce qui est la même chose que, donc dans le cas qui nous intéresse, que de considérer les matrices F menu A, TA. Donc je peux voir les T comme des matrices et prendre la trace. Et donc, l'action va s'écrire de la manière suivante. Où ceci est la métrique invariante. Je vais supposer que le groupe est tel que cette métrique est non dégénérée. Et donc on peut voir que cette action est effectivement invariante pour les transformations de jauge. Et donc à nouveau, on a une théorie qui est une théorie de jauge, puisqu'elle est invariante pour des symétries paramétrisées par des fonctions arbitraires de l'espace et du temps. Alors un autre exemple, où on a le même type de phénomène, cette fois-ci la gravitation. Donc la gravitation est décrite par la métrique de l'espace-temps. Et l'action de Einstein-Hilbert est donnée par 1 sur 16 pi g intégrale du scalaire de courbure racine de moins g. Et cette action est invariante par difféomorphisme. C'est-à-dire, si je modifie la métrique par la dérivée de Lie le long d'un champ de vecteurs, donc, je vais l'écrire comme une dérivée de Lie, mais on peut remplacer ça par des dérivées covariantes, mais je l'écris comme ceci. Donc la virgule désigne la dérivée ordinaire, xi alpha mu g lambda alpha. Donc on peut démontrer que l'action est invariante, où ici les xi alpha paramétrisent, c'est un champ de vecteurs quelconque, donc à nouveau, c'est des fonctions arbitraires de l'espace et du temps. Et donc on peut montrer que sous ces transformations, la variation du Lagrangien, donc de R racine de moins G, bon, c'est une densité, la dérivée de Lie d'une densité, c'est juste la divergence. Et donc, à nouveau, donc la variation de l'action va être un terme de surface, et si je suppose que les xi sont nuls au bord, donc je prends des fonctions arbitraires, mais je leur demande juste de s'annuler au bord, l'action va être invariante. Et donc c'est un autre exemple, la théorie de la gravitation d'Einstein, de théorie possédant une invariance de jauge, c'est-à-dire invariante pour des symétries qui sont paramétrisées par des fonctions. Bon, ici c'est n fonctions, les composantes d'un champ de vecteurs, en fait, de l'espace et du temps. Alors on peut démontrer que, bon, je ne vais peut-être pas donner l'exemple explicite ici parce que je ne vais pas le traiter. On peut montrer que l'action des cordes relativistes, donc Nambu-Goto ou les formes supersymétriques, sont également des théories de jauge, possèdent en fait la même invariance par paramétrisation le long de la surface d'espace-temps de la corde. Et on peut généraliser aussi ces symétries de jauge à des symétries, vous voyez, qui sont caractérisées par un paramètre qui, au lieu d'être une variable qui commute, donc une fonction ordinaire, appartiennent à une algèbre de Grassmann, donc sont des variables qui anticommutent. Ça permet de décrire les théories de supergravité, les cordes fermioniques, les supercordes. Donc tous ces modèles d'interaction fondamentale, c'est la leçon à retenir, possèdent une symétrie de jauge. Et donc ce que je vais développer ici, c'est développer des outils qui permettent de quantifier ces théories d'une manière qui préserve l'invariance de jauge. Alors, peut-être pour exposer la difficulté
on va considérer le problème de Cauchy et on va voir qu'il y a des choses donc il y a des choses nouvelles qui apparaissent. C'est qu'en vertu de la variance de jauge, le problème de Cauchy, disons naïf, et je vais expliquer ce que ça veut dire naïf, est mal posé. Bon. C'est-à-dire si par exemple, considérons l'électromagnétisme, les équations de Maxwell sont des équations du premier ordre pour F mu nu, c'est les équations de F mu nu égale à 0, et donc c'est des équations du deuxième ordre pour A mu. Et donc il est naturel de se poser, bon, c'est des équations aussi qui sont, si on regarde les choses de plus près, de type hyperbolique, et donc il est naturel de se poser le problème de Cauchy, qui est le suivant. J'imagine que sur une hypersurface, par exemple x0 égale à 0, puisque ce sont des équations du deuxième ordre, je me donne A mu, et la dérivée de A mu le long de la normale, puisqu'elles sont du deuxième ordre, pour un champ scalaire, c'est ce qu'on se donne comme donnée de Cauchy, et ça permet de résoudre le problème et de déterminer ce que vaut le champ scalaire ici, si on le connaît, sur l'hypersurface initiale. Ce que je prétends, c'est que s'il y a une invariance de jauge, le problème de Cauchy en termes de variables comme A mu qui ne sont pas invariantes de jauge est mal posé en ce sens que la solution n'est certainement pas unique. Et pourquoi la solution n'est pas unique? C'est parce que je peux toujours, à un instant fini, x0 égale 5 par exemple, effectuer une transformation de jauge donc qui ne change pas les données initiales parce qu'elle se réduit à l'identité sur l'hypersurface initiale, mais qui est différente de l'identité plus tard. Et ça, c'est possible puisque ce sont des fonctions arbitraires du temps. Donc je peux toujours ajuster ces fonctions de manière à ce qu'elles ne modifient pas les conditions initiales, mais à ce qu'elles changent l'évolution ultérieure. Et donc il est clair qu'en termes de variables comme un mu qui se transforme pour la symétrie de jauge, le problème de Cauchy n'est pas bien posé. En fait, le problème de Cauchy ne sera bien posé que pour les variables qui ne se transforment pas. Parce qu'à ce moment-là, si par exemple je regarde f mu nu, f mu nu ici, si je peux faire la transformation de jauge que je veux, ça ne va pas changer puisque c'est invariant par transformation de jauge. Et donc, en fait, ça conduit tout de suite à la notion d'observable. Donc on va appeler observable les quantités invariantes de jauge. Donc une observable dans une théorie de jauge, ça va être une quantité invariante de jauge, et seule l'évolution des observables est bien définie. Et donc si on veut que la physique soit prédictive, il faut supposer et imposer comme principe que seuls les observables sont observables, c'est-à-dire seules les invariantes de jauge sont observables. Et donc pour eux, l'évolution est bien définie. Alors on pourrait se dire, on va essayer, reformulons la théorie en termes des observables, et puis on peut oublier l'invariance de jauge. Alors, le problème, c'est que la construction d'observables et d'un ensemble complet d'observables peut être compliquée parce que la symétrie de jauge fait apparaître des dérivées, et donc si on veut préserver la localité manifeste et l'invariance de jauge, c'est compliqué parce que les observables en général vont être non locaux. Et donc on est obligé, si on veut préserver la localité et donc contrôler la causalité, de travailler avec des variables non invariantes de jauge. Et le principe d'action, vous voyez, est formulé en termes d'une variable A mu qui n'est pas invariante de jauge. La gravitation, la métrique, n'est pas invariante pour difféomorphisme. Le champ Yang-Mills n'est pas invariant par transformation de jauge. Donc on a un principe d'action qui est formulé en termes de variables non invariante de jauge, mais on sait que la physique est invariante de jauge. Alors, oui, donc j'insiste aussi qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle les symétries rigides et les symétries de jauge. Donc, il existe des symétries comme Poincaré, etc., qui ne font pas apparaître des fonctions arbitraires du temps. Évidemment, ces symétries n'impliquent pas de dégénérescence de l'action, du problème de Cauchy.
de non. C'est uniquement parce qu'on a des fonctions arbitraires du temps qu'on peut dire que le problème de Cauchy en termes des invariants de jauge, des quantités variantes de jauge qui se transforment est mal posé. Alors, en quoi ceci va nous poser des problèmes pour la quantification? Une manière de voir, c'est de regarder par exemple l'intégrale de chemin. Supposons que je veuille écrire donc des amplitudes de transition. En électromagnétisme, on écrirait les amplitudes de transition comme des intégrales qui impliquent les variables du principe variationnel, donc une intégrale de chemin sur les AMU, et l'exponentielle de l'action. Mais vous voyez qu'en vertu de l'invariance de jauge, si je fais une transformation de jauge, ceci ne change pas. Et donc, dans mon intégration ici, je vais intégrer, notamment, si j'intègre sur tous les AMU, le long des directions de jauge. Je vais considérer les configurations de AMU qui diffèrent juste par une transformation de jauge. Et vous voyez que du fait que l'action est invariante, je vais intégrer, disons, le long de directions infinies, une quantité qui ne change pas. Donc je vais obtenir clairement quelque chose de mal défini. Alors l'intégrale de chemin est toujours délicate à définir, mais ici il y a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute, c'est qu'on intègre, on va obtenir un infini qui est simplement lié au fait que la jauge n'est pas fixée et qu'on intègre sur des configurations reliées par des transformations de jauge, et donc ça produit, disons, une difficulté supplémentaire. Une autre manière de voir qu'il y a des difficultés, donc la théorie quantique des champs, une manière de définir les choses, c'est par la théorie des perturbations. Et on voit, par exemple, quand on applique la théorie des perturbations, on est conduit à écrire des diagrammes de Feynman qui font apparaître les propagateurs de la théorie libre. Mais à nouveau, les propagateurs ne seront pas bien définis si on n'a pas fixé la jauge. Donc on va avoir les propagateurs de AMU, mais si on n'a pas fixé la jauge, on ne sait pas ce que c'est, puisque la propagation n'est pas bien définie. Les propagateurs sont reliés aux solutions élémentaires des équations qui apparaissent. Donc en théorie quantique, il y a des difficultés liées au fait que la jauge n'est pas fixée, ou qu'on peut faire des transformations de jauge, et ça introduit des infinis. Et donc la manière dont on résout ça, c'est de fixer la jauge. Par exemple, pour l'électromagnétisme, une jauge populaire, c'est la jauge de Lorentz. Et dès le moment où on a fixé la jauge, évidemment, cette indétermination que je vous ai décrite, l'apparition d'infinis liée au fait qu'on va intégrer le long de directions pour lesquelles l'action ne change pas, et qu'on obtient le volume, disons, de ces directions, mais qui est infini, est éliminée si on a fixé la jauge. Mais la question qui se pose, c'est, bon, ça c'est une jauge populaire, mais on peut imaginer d'autres jauges, A0 égale à 0, ou des jauges, ou n'importe quoi en fait, pour autant que ce soit de bonnes conditions de jauge. Et la question naturelle à se poser, c'est supposons que je fasse des calculs dans telle jauge, ou dans telle jauge, ou dans telle autre jauge, est-ce que je suis sûr d'obtenir des résultats équivalents, en tout cas pour les observables? Et il s'avère que répondre à cette question nécessite une certaine machinerie, qui est précisément le formalisme des antichamps. Donc en fait, c'est comment contrôler l'invariance de jauge quand on a fixé la jauge. Quand on a fixé la jauge, on va obtenir des résultats qui sont, disons, finis, qu'on peut manipuler, mais il n'est pas évident qu'une autre fixation de jauge conduirait au même résultat physique. Et donc ça, c'est la question qu'on va se poser. Donc je le répète, comment contrôler l'invariance de jauge quand on a fixé la jauge? Et toute l'idée du formalisme des antichamps, et qui est liée aussi à des idées qui ont précédé de Becky, Rouet, Stora et Tutin, c'est de remplacer en fait l'invariance de jauge par une autre symétrie qui n'implique aucune dégénérescence de l'action, agissant dans un espace plus grand, qui est ce qu'on appelle la symétrie BRST. Donc du nom de Becky, Rouet, Stora et Tutin. Et cette symétrie BRST, je vais donc
va faire l'objet du cours, mais je veux le faire dans le cadre d'un formalisme tout à fait général qui permet la construction de cette symétrie BRST pour n'importe quelle théorie de jauge. Pas uniquement pour celles que j'ai écrites au tableau, qui sont d'un certain point de vue des théories de jauge relativement simples parce que les transformations de jauge forment une algèbre simple. Mais des théories comme la supergravité que je n'ai pas écrite ici ont une structure des transformations de jauge plus compliquée et je vais développer le formalisme pour n'importe quelle théorie de jauge. Dès le moment où on a une invariance de jauge, que la structure des transformations de jauge soit simple ou compliquée, le formalisme de Battaline et Vilkovisky va s'appliquer. Donc ça, c'est l'objet du cours, c'est développer des outils qui permettent de contrôler l'invariance de jauge, même dans un contexte où on a fixé la jauge, mais de s'assurer qu'on va remplacer ça par une autre symétrie et l'invariance sous cette symétrie va être équivalente à l'invariance de jauge, en un sens que je vais rendre plus précis. Et l'importance de cette construction, c'est que précise beaucoup de théories physiques, en tout cas de théories des champs physiques avec des interactions, dès le moment où on va au-delà du champ scalaire, possèdent des invariances de jauge. Et donc c'est des techniques qui sont utiles dans énormément de contextes physiques. Voilà, donc ça c'est l'objet du cours. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler en détail en tout cas de Battaline et Vilkovisky. Je voudrais dire un certain nombre de choses générales sur la description des théories de jauge et introduire des notations qui permettent de couvrir toutes les théories de jauge qu'on rencontre dans la pratique. Donc c'est peut-être un bon moment pour poser des questions si vous en avez. Je ne sais pas si ces tableaux... Non, ils n'ont pas l'air de se soulever. Donc, je vais faire de la place. Donc, je vous ai donné des exemples de théorie de jauge et j'ai donc motivé le but du cours. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est être un peu plus précis dans la description des théories de jauge, ou des symétries de jauge, en fait. Et introduire le concept de ce qu'on appelle parfois algèbre ouverte, algèbre fermée. Bon, algèbre ouverte, ça peut sembler être, en tout cas mathématiquement, un peu bizarre comme terminologie, mais que je vais expliquer. Et introduire aussi la notion de symétrie de jauge triviale. Et donc, comprendre un petit peu mieux la structure des symétries de jauge, parce que par exemple c'est important pour la supergravité où là les transformations de jauge ne forment pas une algèbre ou une superalgèbre standard, mais elles forment, en tout cas pour les modèles de supergravité étendue, des algèbres ouvertes. Et donc il faut que je vous explique ce que c'est que algèbre ouverte et en particulier qu'il n'y a pas de contradiction. Voilà. Alors, donc le point de départ, d'abord, on a des champs que je vais appeler phi de manière collective. Donc, phi, ce sera, dans le cas de la gravitation, les G mu nu. Dans le cas de Yang-Mills, le potentiel vecteur, la connexion AA mu. Dans le cas de l'électromagnétisme, ce sera A mu. Donc, on a une collection de champs et un principe d'action. Et pour des raisons qui vont être claires plus tard, l'action classique, je la note S0 de phi. Donc le 0, pour le moment, on ne sait pas encore pourquoi c'est mis, mais on va voir que c'est parce qu'on va construire un objet dont le premier terme dans le développement, dans certaines variables, est S0. Donc S0 va être le terme de départ d'un objet plus compliqué qu'on va écrire plus tard. Donc la motivation de mettre un 0 n'est pas encore claire maintenant, mais elle apparaîtra clairement plus tard. Alors je suppose que c'est une théorie locale, donc ça veut dire que l'action est donnée par une intégrale sur l'espace-temps d'un certain Lagrangien L0 qui dépend des champs, des dérivées des champs. Alors en général, ça s'arrête aux dérivées premières, mais à ce niveau-ci, on peut être plus général et considérer un Lagrangien qui dépend des dérivées des champs jusqu'à l'ordre K.
Et on va supposer que cette action est invariante, donc on va supposer qu'il y a une invariance de jauge. Donc si j'écris la variation de cette action... Non, tout d'abord, avant même de parler d'invariance, quelles sont les équations d'Euler-Lagrange? Elles sont obtenues en extrémisant l'action par rapport à des variations arbitraires des phi. Donc les équations d'Euler-Lagrange, bon, si je calcule la variation de S0, bon, ben c'est dnx. Alors ça c'est pour introduire les notations, donc je vais introduire la dérivée fonctionnelle, la notion de dérivée fonctionnelle de l'action. Et donc les équations classiques s'obtiennent en disant que ceci est égal à 0. Et donc ceci c'est, si vous variez l'action, vous allez varier le Lagrangien, et vous allez avoir les dérivés du Lagrangien par rapport au champ fois les variations des champs, puis les dérivés du Lagrangien par rapport aux dérivés des champs fois les variations des dérivés des champs. On va intégrer par partie. On va supposer que les variations sont nulles au bord, d'abord pour se simplifier la vie au départ, et ceci c'est la même chose que ce qu'on appelle les dérivés d'Euler-Lagrange de L0 évalués en x, delta phi. Et donc les équations du mouvement, on demande que ça soit égal à 0, donc c'est les équations familières d'Euler-Lagrange. Donc s'il y a des dérivés d'ordre supérieur, il faut faire plus d'intégration par partie, et on va voir par exemple, supposons qu'il y ait des dérivées secondes, écrivons ceci, ça va être dl0 sur d phi moins d mu dl0 sur les dérivés. Et s'il y a des dérivées secondes, ben, il faut continuer. On va avoir un terme qui vient de la variation des dérivées secondes, d mu, d nu de phi. En fait, Einstein-Hilbert contient les dérivées secondes de la métrique, donc il y a un terme comme ça, puis etc. Donc il y a une somme alternée, chaque dérivée contribuant avec un signe plus si c'est une dérivée d'ordre pair et un signe moins si c'est impair. Donc on intègre juste par partie, ce n'est pas très compliqué. Mais donc vous voyez qu'en fait ce que j'appelle la dérivée fonctionnelle de l'action par rapport au champ, ben, c'est juste la dérivée de Euler-Lagrange de Lagrangien, évaluée au point correspondant. Donc les notations sont un peu ambiguës, mais je pense que le contexte est clair. Alors, on va supposer, donc ça c'est un principe d'action, je rappelle comment on obtient les équations du mouvement. On va supposer qu'il y a une invariance de jauge, et à nouveau, je suppose que c'est local. Ça veut dire que la variation de mes champs pour une transformation de jauge, je vais appeler le paramètre de jauge epsilon alpha. Donc ça, epsilon alpha est une fonction arbitraire de l'espace et du temps. Et je vais supposer, comme ici, que la variation des champs dépend de ce paramètre de jauge, de ces fonctions de jauge, de manière locale, c'est-à-dire est une fonction de epsilon et de ses dérivés jusqu'à un ordre fini, au même point. Comme ici. Ici, on a les dérivés, ici, de lambda. Là, on a les dérivés et le terme en epsilon. Mais vous voyez que tout est calculé au point où, je n'ai pas écrit l'argument, mais au point x, on prend ça au point x et ça au point x. Donc en ce sens-là, c'est local. On ne doit pas chercher, n'apparaît pas ici la valeur du paramètre de jauge à un autre point. Et donc, je vais supposer que mes transformations de jauge sont locales, mais je ne vais pas fixer le nombre de dérivés a priori. Donc c'est très général la construction. Et donc il va y avoir un terme qui dépend que des paramètres de jauge non dérivés, puis il va y avoir un terme qui contient les paramètres de jauge dérivées premières, puis un terme qui contient les dérivées secondes, etc., jusque RI mu 1 mu S, mettons, D mu 1. Donc on suppose que ça s'arrête, c'est local en ce sens-là. Voilà. Et donc il y a une sommation sur les indices répétés. Donc sur mu, c'était déjà implicite ici.
Et donc ce que je vais supposer, c'est que l'action est invariante pour cette transformation, et donc le Lagrangien sous cette transformation varie en un terme, en une divergence. Donc on va supposer, donc ça c'est que quand on fait cette transformation, quel que soit epsilon alpha, on obtient que la variation du Lagrangien peut s'écrire comme ça. Alors K peut être nul, comme dans le cas de Yang-Mills et électromagnétisme, mais K peut être non nul, comme dans le cas de la gravitation. Alors, si le paramètre de jauge s'annule au bord, donc ceci, ça me dit que l'intégrale de L0 se transforme par un terme de surface, et si le paramètre epsilon qui apparaît est nul au bord, j'obtiens une variation nulle. Et je peux le choisir nul, comme c'est des fonctions arbitraires de l'espace et du temps, je peux le choisir n'importe comment à l'intérieur et juste nul au bord pour me simplifier, pour ne pas devoir me soucier des termes de bord ici. Même si j'ai passé toute l'année précédente à parler beaucoup de termes de bord, ici on va supposer qu'on choisit des paramètres de jauge de manière à s'annuler au bord. Il y a des choses intéressantes à dire s'ils ne s'annulent pas, mais on ne va pas en parler en tout cas maintenant. Alors, cette invariance de jauge, comme c'est vrai pour toute fonction epsilon, va impliquer que le Lagrangien n'est pas quelconque, mais obéit à ce qu'on appelle les identités de Noether. Donc il y a des identités qui expriment l'invariance de jauge, qu'on obtient très facilement. Je vais d'abord les écrire et puis on va voir que il est bon d'utiliser une notation beaucoup plus compacte. Donc, que sont les identités de Noether? Mais elles me disent que, puisque delta S0, c'est donc l'intégrale sur dnx de la dérivée fonctionnelle par rapport au champ fois delta epsilon phi i de x. Et on sait que ceci est égal à 0 quand delta epsilon phi i est une transformation de jauge, donc c'est-à-dire quand delta phi i est donné par cette expression. Et donc en intégrant par partie, on peut écrire ceci comme donc ici, je vais déballer ceci. Et je vais avoir donc regardons les termes qui apparaissent. On va tout de suite introduire une notation qui permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais d'abord avoir un terme qui contient epsilon. Puis je vais avoir un terme qui contient les dérivées de epsilon. Je vais intégrer par partie pour avoir uniquement des epsilon. Donc en intégrant par partie, je peux écrire ceci comme delta phi plus quelque chose, enfin ce sera même moins d mu. Donc ici je vais avoir RI alpha. Bon, écrivons les premiers termes. R bar, ce que j'ai appelé R bar I alpha. Puis je vais avoir moins d mu delta S0 sur delta phi R bar I alpha mu plus, etc. epsilon alpha. Je peux réécrire les choses en éliminant les dérivées du paramètre de jauge et je vais obtenir une certaine combinaison des équations des dérivées de l'aire Lagrange et de leurs dérivées. Et je sais que ceci, c'est égal à 0, quel que soit epsilon, qui est une fonction arbitraire de l'espace et du temps, nul au bord, parce que j'ai intégré par partie sans me poser de questions, mais je peux le faire si c'est nul au bord, mais à part ça, arbitraire à l'intérieur. Et si c'est arbitraire à l'intérieur, cette intégrale ne peut être nulle, donc, quelles que soient les fonctions arbitraires epsilon alpha, que si le coefficient est nul. Donc ceci, l'invariance de jauge est équivalente à ce qu'on appelle les identités de Noether sur les équations du mouvement, que ça est égal à 0. Si ceci n'est pas égal à 0, je peux retrouver une fonction epsilon alpha. Donc si ceci n'est pas égal à 0 ici, c'est quelque chose de classique comme raisonnement, je peux trouver un epsilon alpha qui n'est pas nul ici, et dont l'intégrale qui donnerait une intégrale non nulle.
Et donc il faut que le coefficient des epsilon alpha arbitraires soit nul pour que l'action soit bien invariante comme on l'a supposé. Et donc, donc ça veut dire que lorsqu'il y a une invariance de jauge, les équations du mouvement ne sont pas indépendantes, mais obéissent à certaines identités qui découlent de l'invariance de jauge et qu'on appelle identité de Noether. Donc les identités de Noether, explicitement, c'est ce que j'ai écrit ici. Bon, dans le cas de l'électromagnétisme, par exemple, donc delta S0, c'est donné par l'intégrale dnx du Lagrangien d'électromagnétisme varié. Donc j'en fais la variation. Donc ça, c'est l'intégrale sur dnx de dl0 sur dA mu d mu. Donc en fait, on va écrire tout de suite. Donc c'est les dérivés de l'aire Lagrange. Écrivons les choses. Delta L0 sur delta A mu, d mu epsilon. Donc j'intègre par partie, ça me donne moins l'intégrale dnx de d mu dl0 sur dA mu fois epsilon. Donc on sait que le Lagrangien est invariant, donc ce qu'on sait, c'est que le coefficient de epsilon doit être égal à 0. Donc l'invariance de jauge, dans le cas de l'électromagnétisme, me dit que le Lagrangien doit obéir aux identités de Noether suivantes. Donc c'est la dérivée de l'aire Lagrange. Que la divergence de delta L0 sur delta A mu doit être égale à 0. Vérifions que c'est bien le cas. Donc f mu nu, donc on a vu que les équations de Maxwell, je les ai écrites quelque part, même je les ai effacées. Donc c'était d mu. Donc la dérivée de l'aire Lagrange, c'était d mu f mu nu. Et donc c'est vrai que si je prends d nu de ceci, j'obtiens 0, puisque ça c'est antisymétrique et ça c'est symétrique. Donc les identités de Noether, bon, c'est des identités, donc c'est identiquement égal à 0, quel que soit f mu nu. Donc ces identités-là n'utilisent jamais les équations du mouvement. D'ailleurs, si les équations du mouvement sont satisfaites, les dérivées de l'aire Lagrange sont nulles, donc il n'y a pas grand-chose comme contenu. Mais donc ceci nous dit que quel que soit A mu, les équations du mouvement qu'on tire d'un Lagrangien invariant de jauge obéiront aux identités de Noether suivantes. Donc même si vous compliquez L0, vous décidez de ne pas travailler juste avec f mu nu, vous prenez un Lagrangien plus compliqué, mettez des termes quartiques en f mu nu, par exemple. Quel que soit le choix de ce Lagrangien, il obéira toujours à ces identités, parce que ces identités découlent simplement de l'invariance de jauge. Donc quel que soit le choix du Lagrangien invariant de jauge, on aura toujours des identités de Noether, qui découle précisément de cette invariance de jauge, qui vous montre aussi que les équations du mouvement ne sont pas indépendantes, puisque il y a une relation entre ces équations du mouvement. Oui ? Vous avez dit que les identités de Noether ne dépendaient pas des équations du mouvement, mais pour obtenir que l'intégrale est nulle, alors le terme à l'intérieur est nul, on a utilisé que la variation de l'action était nulle pour tous les epsilon, mais donc on est au minimum de l'action, et donc... Pas nécessairement, non, la variation de l'action est nulle pour tout epsilon, indépendamment de... C'est juste que l'action est dégénérée. Donc je n'ai pas utilisé le fait que... Je n'ai pas utilisé les équations du mouvement. Donc d mu f mu nu peut être non nul. Donc ceci peut être non nul, mais quel que soit f mu nu, même si d mu f mu nu est non nul, donc même si les équations du mouvement ne sont pas satisfaites, si je calcule une divergence supplémentaire, j'obtiens 0. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des identités. C'est identiquement vrai, quelle que soit la configuration que vous considérez, qu'elle soit solution des équations du mouvement ou pas. Oui, c'est important. Donc c'est pour ça que ça s'appelle identité, et comme c'est Noether qui les a écrites en premier, on les appelle les identités de Noether. D'autres questions ? Alors, il est clair que ces notations sont un peu lourdes, et donc je vais introduire ce qu'on appelle les notations condensées de Witt, Bryce de Witt, qui permettent de ne pas devoir écrire des expressions longues comme celle-ci. En fait, je vais réécrire ceci
en introduisant une convention qui est très utile, qui est que lorsqu'on somme sur des indices répétés, on fait également une intégration. Donc, je vais être très explicite. Donc, je vais réécrire cette transformation de jauge. Donc, ça, c'est une notation de 8. Donc je réécris cette transformation de jauge de la manière suivante. Alors donc c'est effectivement beaucoup plus compact et plus condensé, mais faut-il expliquer. Et donc maintenant je vais avoir j'utilise la convention que lorsqu'un indice est répété, il y a aussi caché. Donc l'indice comprend également une variable d'espace-temps y. Et quand on somme, on intègre sur cette variable. Donc, en fait, pour être tout à fait explicite, ceci est un champ, epsilon alpha dépend aussi des coordonnées. Donc, ce que je veux dire par ce que j'ai écrit là, c'est RI alpha x, y, epsilon alpha de y. Mais je vais absorber le x dans l'indice i. Donc i, en fait, ici, c'est à la fois l'indice discret i, mais l'indice d'espace-temps. Je vois x, la position d'espace-temps, comme un indice également, que j'absorbe là. Et donc, le alpha, ça représente à la fois... Donc, le alpha représente à la fois alpha et y. Je somme sur l'indice discret et j'intègre sur l'indice continu. Donc c'est un y ici. D'accord. Donc on va voir que c'est des conventions très commodes. Donc je n'écris plus explicitement ni l'intégrale ni les x et y. C'est absorbé dans les indices et l'intégrale est absorbée dans la sommation. Mais donc pour être tout à fait précis, voyons qu'on peut écrire ça comme ça. Ben oui, on peut l'écrire. Mais évidemment, il y aura des deltas, des fonctions delta et des dérivées des fonctions delta. Donc en fait, qu'est-ce que c'est RI alpha de xy dans le cas, donc, pour cette transformation-ci? C'est R bar I alpha delta de x moins y. Donc effectivement, quand je vais intégrer, je vais reproduire le premier terme de la transformation. Et puis, pour avoir ceci, je vais avoir R bar I mu alpha. Alors, je vais le prendre en x, par exemple, comme ça, d sur d y mu, et avec un moins, ou bien oui, donc d sur dx mu, puis c'est antisymétrique, delta de x moins y. Ah, donc, si j'intègre ça, comme je le dis, sur y, bon, ça sort de l'intégrale, et donc ceci va me donner la dérivée du paramètre. Lui est en y, donc ceci, quand j'injecte ce terme ici, je reproduis ce terme-là. Et les termes avec les dérivées secondes ou les dérivées d'ordre supérieur, ça va être juste des deltas d'ordre supérieur. D'accord. Donc ces objets-là, à deux indices, du fait de la localité et de la transformation de jauge, c'est des combinaisons de fonctions delta et de dérivées de fonctions delta. D'accord. Mais ceci me permet d'écrire les choses de manière beaucoup plus compacte, parce qu'au lieu de devoir traîner toute cette expression, je peux l'écrire simplement sous cette forme-là. Bon, alors c'est parfois un peu dangereux d'utiliser des notations trop compactes, on ne voit plus nécessairement ce qu'on fait, mais bon, c'est utile parce que ça fait gagner de la place et aussi conceptuellement, parfois ça permet de bien faire ressortir les points conceptuels. Donc par exemple, les identités de Noether, comment vont-elles s'écrire? Eh bien, elles s'écrivent delta S0, c'est la dérivée epsilon, c'est la dérivée fonctionnelle de S0 par rapport à phi delta phi.
Et donc, comme je ne mets plus l'intégrale, puisqu'il y a une intégration qui est implicite dans l'indice I ici, donc ça, c'est la même chose que ce que j'ai écrit là, mais dans les notations de condensées. Donc, l'intégrale est dans la sommation. Et puis, on écrit delta phi. Donc, il y a deux intégrales maintenant. Il y en a une sur l'indice I et une sur l'indice alpha. Donc, comme j'ai dit que je n'écrivais pas les intégrales, je n'écris pas l'intégrale. Et donc, l'identité de Noether me dit simplement que ceci est égal à 0. Mais il y a une intégrale sur x. Donc, et comme R contient des deltas, ben, vous allez faire apparaître des dérivés de l'aire Lagrange de delta S0 sur delta phi. Et donc, les identités de Noether s'écrivent simplement avec cette notation condensée, comme ceci. Et on se rappelle que l'indice I est sommé, donc c'est à la fois un indice discret, mais il y a aussi un x ici, il y a un x qui est caché, donc il y a une intégration sur x qui va vous faire apparaître des dérivés d'espace-temps, des dérivés de l'aire Lagrange. Donc voilà, je vais utiliser cette notation-ci, qui est très commode parce qu'elle est compacte, mais il ne faut jamais oublier que la somme implique également une intégration. Alors, ceci étant dit, donc on a les identités de Noether. Est-ce qu'il y a des questions sur les notations qui peuvent être parfois un peu perturbantes, mais... Et donc, aussi, on intègre chaque fois librement par partie. Et c'est vrai qu'on a des termes de surface, mais si on a des champs, des variations des champs ou des paramètres de jauge qui sont nuls au bord, c'est toujours légitime. Et comme ces identités sont vraies pour toute fonction, donc la variance est vraie pour toute fonction arbitraire, y compris pour les fonctions arbitraires à l'intérieur qui sont nulles au bord, bon, c'est légitime d'écrire ce que j'ai écrit. Il peut y avoir des identités supplémentaires qui disent des choses sur les propriétés des termes au bord, mais je ne vais pas les examiner ici. Bien, alors. Je vais introduire maintenant un concept extrêmement important parce que, bon, même si on ne le voit pas dans les théories de Yang-Mills ou en gravitation, il se fait qu'en supergravité, ça apparaît tout le temps, c'est la notion de transformation de jauge triviale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation de jauge triviale ? C'est une transformation qui prend la forme suivante, qui est proportionnelle aux équations du mouvement avec un coefficient antisymétrique. Alors oui, c'est antisymétrique parce que j'ai supposé que tous mes champs étaient des champs bosoniques, c'est-à-dire décrits par des variables qui commutent, des nombres réels ou complexes, donc ça commute. En supergravité, ça serait cette condition-ci doit être avec des phases, donc c'est au sens gradué que c'est antisymétrique. Alors, à nouveau, attention, ici, il y a un x. Là, j'ai un x avec i, j'ai un y avec j, pardon. Et donc là, il y a implicitement une intégrale également. Et donc, où mu ij, à part le fait d'être antisymétrique, est complètement arbitraire. Donc, c'est une fonction arbitraire de l'espace et du temps. Donc, une transformation de ce type-là, je l'appelle une transformation de jauge triviale. Bon, tout d'abord, c'est bien une transformation qui laisse l'action invariante. Calculons la variation de l'action. C'est delta S0 sur delta phi i, mu ij, delta S0 sur delta phi j. Et puisque ceci et ça, c'est symétrique en I et J, ça commute, tandis que ça est antisymétrique, ça fait 0. Donc, quelle que soit la forme de l'action, je peux toujours écrire une transformation de jauge, pas une transformation qui dépend de fonctions arbitraires de l'espace et du temps, donc paramétrisée ici par les mu J, qui laisse l'action invariante. Mais
cette transformation, on l'appelle triviale pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous voyez que sur les solutions des équations du mouvement, elle n'a pas d'action. Donc si vous regardez maintenant les solutions classiques et que vous faites une telle transformation, c'est delta mu phi i égale à 0. Et ensuite, elle ne vous dit pas grand-chose sur la forme de l'action parce qu'elle n'applique aucune identité de Noether. C'est une trivialité que c'est invariant. Quel que soit S0, j'ai toujours ceci. Donc prenez un S0 quelconque, qui n'obéit à aucune identité particulière concernant les équations du mouvement, vous pourrez toujours construire ces invariances qui ne vous donnent donc aucune information sur l'action. Dans ce cas, pour opposer cela à l'invariance de jauge ici qui est non triviale, elle vous dit cette invariance de jauge implique que les équations du mouvement ne sont pas indépendantes et obéissent à des identités non triviales. Par contre, ici, il n'y a aucune identité qui en découle. C'est vrai pour tout S0. Il n'y a aucune contrainte sur S0 pour avoir ça. Donc ces transformations de jauge, on les appelle triviales, et on verra qu'en théorie quantique, effectivement, elles ne jouent pas de rôle. Ou plutôt, elles correspondent à des transformations triviales et aussi, d'invariance. Alors, ces transformations de jauge triviales, elles n'apparaissent pas naturellement en gravitation ou en théorie de Yang-Mills, mais en supergravité, elles apparaissent parce que quand on décrit les transformations les symétries de jauge par des symétries non triviales, si on calcule le commutateur de ces symétries, peuvent apparaître dans le commutateur des transformations de jauge triviales. Donc, je voudrais être un petit peu plus précis sur la manière dont ces transformations de jauge peuvent apparaître. Et donc, algébriquement, comment ces symétries peuvent être présentes. Mais peut-être qu'avant, je vais vous donner un exemple explicite d'une telle transformation de jauge qui va nous familiariser aussi avec les notations de De Witt. Donc, je vais prendre un seul champ scalaire, décrit par Klein-Gordon. Donc ça, s'il y a bien une théorie qui n'a pas d'invariance de jauge, c'est Klein-Gordon. Mais néanmoins, ces invariances triviales sont présentes. Donc, je vais juste montrer à quoi ça ressemble, en prenant un exemple. Donc je prends Klein-Gordon. Donc je prends pour S0, donc dans une convention de signature de la métrique, moins 1,5 des nx des mu phi des mu phi. Donc j'ai une signature avec principalement des plus, donc état 0, 0 est moins 1, et puis les autres c'est plus 1. Donc ceci me donne bien un moins quand j'ai la composante temporelle, donc j'ai bien énergie cinétique au carré moins énergie potentielle. Donc le Lagrangien c'est T moins V. Et donc T doit apparaître avec le signe plus, c'est quel cas le moins ici tue le moins. Donc j'ai les conventions suivantes. Donc c'est une matrice diagonale, et là j'ai d'abord moins 1 et puis que des 1. Alors, prenons une transformation de jauge de ce type-là, où mu est un paramètre. Donc, rappelons-nous maintenant que les indices ici, c'est des indices discrets, mais aussi continus. Donc, il y a un x et un y. Il n'y a que ça, en fait, dans le cadre de champ scalaire, puisqu'il n'y a pas d'indice interne. J'en prends un seul. Et donc, je dois prendre quelque chose qui est antisymétrique. Je choisis. Alors, je vais d'abord l'écrire et puis on va voir que c'est bien. Bon. Alors, je vais prendre une dérivée de delta. Donc, ça, c'est antisymétrique en x et y. Et donc, je vais mettre ici comme coefficient quelque chose qui est symétrique, de manière à ce que l'ensemble soit antisymétrique. Comme c'est déjà antisymétrique ici, il faut que je prenne quelque chose de symétrique là. Donc, je prends un A mu quelconque de x. Et donc, je symétrise. Et j'ai mis un signe 1,5 un facteur 1,5 pour ça. Donc ça, c'est un exemple d'un mu ij qui obéit à ces propriétés-là. Si je permute x et y, ceci ne change pas de signe, mais ceci change de signe, donc c'est bien antisymétrique. Et je prétends que l'action est invariante pour delta phi de x égale à, alors j'explicite tout, donc ici il y a une intégration qui se fait sur j.
c'est-à-dire sur y. Donc j'ai 1 demi a mu de x plus a, donc je vais mettre le 1 demi devant, oui, 1 demi plus a mu de y, delta mu de x moins y, fois les équations du mouvement qui sont, c'est les équations de Klein-Gordon, hein, il n'y a pas donc c'est Box-Phi. Bon, il y a peut-être un facteur, mais je ne vais pas le traîner. Non, donc Box-Phi. D'accord, donc en y, hein, puisque c'est j. Alors, voyons, donc ça me donne quoi? Donc je dois intégrer sur y, puisque j'ai une sommation sur j, donc il y a une intégration sur la variable continue correspondante. Donc j'ai 1 demi a mu de x. Bon, comme c'est au point x. Quand je n'écris pas, c'est au point x, mais enfin, je vais quand même l'écrire ici puisque c'est au début. Donc cette intégrale-ci, sur y, ça va me donner d mu box-phi. Et puis là, je dois faire attention, puisque j'intègre donc sur y, je vais avoir plus 1 demi d mu de a mu, parce que a mu de cette partie-ci dépend de y, box phi en x. D'accord? Donc j'intègre sur y, hein, donc je peux sortir, donc je peux dire que je fais d'abord l'intégrale et puis je dérive par rapport à x mu, qui sort de l'intégrale. Donc c'est une manière de... Voilà. Ah, donc ceci c'est... Et donc si j'intègre sur y, le d sur dx mu sort. Hein, donc c'est... Vous êtes d'accord avec ça? Et je prétends, comme l'action est invariable... Bon, évidemment, ces transformations qui dépendent de fonctions arbitraires, de 4 fonctions arbitraires de l'espace et du temps à mu sont un peu triviales, puisqu'elles sont nulles quand les équations du mouvement sont satisfaites, mais off-shell, donc quand les équations du mouvement ne sont pas satisfaites, j'ai une transformation non triviale. Et je prétends qu'elle laisse l'action invariante. Enfin, je refais ce calcul-ci, hein, mais je déballe juste pour vous montrer combien il est commode d'utiliser les notations de De Witt, parce que ceci est un peu lourd. Alors on va vérifier que l'action est invariante. Donc c'est moins 1 demi fois 2, donc moins dnx delta mu de phi. Pardon, delta, oui, le mu est mal choisi peut-être. On va utiliser un autre indice. Oui, donc oui. Donc delta mu de d nu phi fois d nu phi. C'est quadratique, j'obtiens 2 fois cette variation. Alors maintenant, delta mu de phi, donc c'est en fait un delta qui est paramétrisé par A, ça me donne moins dnx. Oui? La dérivée du delta, c'est pas par rapport à y ou par hasard? Non, donc dans ma convention, c'est toujours par rapport à l'argument qui est x moins y, donc c'est la même chose que par rapport à x. Par rapport à y, ce serait avec un signe moins. Donc ça, effectivement, c'est moins d sur dy mu de delta x moins y. Donc c'est comme ça que c'est ça par définition ce que j'entends par delta mu. Donc effectivement, parfois, c'est ça qu'on entend, et alors il y a un signe moins qui apparaît. Je devrais mettre un signe moins devant tout, mais d'utiliser cette convention me permet de ne pas avoir de signe moins. Bon. Donc c'est par rapport à l'argument. Donc ceci est comme... Donc la dérivée de delta, c'est par rapport à son argument, et ici j'appelle ça x moins y, donc c'est d sur delta sur dx mu. D'accord. Donc il n'y a pas de signe moins. Donc je suis en train juste de refaire ce... Et c'est un calcul un peu pénible, regardez, et pourtant c'est un champ où il n'y a pas d'indice, c'est ceci. Ceci c'est direct, hein, on ne s'est pas trop posé de questions. Vous voyez qu'ici il y a une intégrale, il faut intégrer par partie, faire apparaître
A mu. Donc on va faire apparaître A mu. Donc j'ai D nu phi. Et donc j'ai une dérivée par rapport à nu de ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai D nu phi, D nu de la variation qui est là, qui est 1 demi A mu, D mu. Donc comme tout est au même point, maintenant je n'écris plus les arguments. Hein. Alors vérifions que c'est égal à 0. Donc ça c'est moins dnx. J'intègre par partie et je suppose que A mu est nul au bord. A mu c'est un champ de vecteurs quelconque, je le prends nul au bord. Donc ça fait plus, pardon, Laplacien d'Alembertien de phi 1 demi A mu D mu d'Alembertien de phi plus 1 demi D mu A mu d'Alembertien de phi. Et ça, je dis que c'est l'intégrale sur dnx de D mu 1 demi Laplacien de A mu, on va mettre ça comme ça, Laplacien de phi au carré. Hein? Si je dérive Laplacien, bon, le terme en Laplacien de phi apparaît avec un facteur 2. Je l'obtiens là et je l'obtiens là, une deuxième fois, et le terme en divergence de A mu avec un facteur 1,5. Et donc vous voyez que ceci est un terme de surface, de bord. Et donc si A mu est nul au bord, c'est bien égal à 0. Donc vous voyez que cette transformation, qui est un peu compliquée, elle laisse bien l'action invariante, quel que soit A mu, mais elle est triviale, c'est comme ça qu'on l'a construite. Et donc ceci vous montre aussi l'intérêt d'utiliser une notation un peu plus compacte. Il est clair que ce calcul est plus facile à faire que le calcul qui est là. Mais c'est le même. Simplement là j'ai déballé, parce que là je n'ai pas déballé. Donc à partir de maintenant, on va systématiquement n'utiliser que ces notations, sauf quand je veux peut-être illustrer un point particulier. Bon, mais donc revenons maintenant à ces transformations triviales. Donc elles sont triviales parce qu'elles n'appliquent rien sur l'action, elles sont toujours là. Même pour les actions fixées de jauge, on aura, mais en prenant l'action fixée de jauge, une telle symétrie, où on prend les équations fixées de jauge, donc il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Mais comme elles n'appliquent rien, ce n'est pas grave. Et en plus, lorsque les équations du mouvement sont satisfaites, elles se réduisent à 0. Alors, elles sont triviales parce que aussi on peut de manière cohérente les ignorer, c'est-à-dire travailler à une transformation de jauge triviale près. Et donc pour cela, je dois parler maintenant du commutateur et de ce qu'on peut faire pour décrire la symétrie de jauge comme redéfinition. Donc à nouveau, est-ce qu'il y a des questions ici ? Donc la raison fondamentale pour laquelle j'introduis ces symétries triviales, c'est parce qu'elles peuvent apparaître, même si au départ on n'en a pas mis, elles peuvent apparaître à travers des commutateurs. Et c'est ce qui se passe en supergravité. Donc en supergravité, les gens ont écrit les transformations, les symétries de jauge, puis ils ont calculé le commutateur, et ils ont vu qu'ils ne reproduisaient pas exactement les symétries de jauge de départ, ils les reproduisaient à une telle transformation près. Et donc il faut vivre avec. Donc c'est pour ça qu'ici, de manière générale, je les introduis. C'est pour qu'on sache qu'elles sont présentes et qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, en tenir compte, même si physiquement c'est trivial. Alors, donc pour ça, je vais peut-être d'abord parler d'autres. Donc, on va voir qu'on peut de manière cohérente factoriser, en tout cas conceptuellement, ces symétries triviales. Elles forment un idéal. Donc pour ça, je dois parler du commutateur de transformation de jauge et je dois également vous parler des redéfinitions qu'on peut faire.
Alors, donc j'ai écrit les transformations de jauge de la manière suivante. Alors, je prétends qu'il y a deux types de redéfinitions qu'on peut faire. D'abord, on peut toujours ajouter à cette... On peut redéfinir les R en y incluant des transformations triviales. Mais je peux faire un autre type de redéfinition, a priori, qui est de paramétriser autrement mes symétries de jauge. C'est-à-dire je peux exprimer mes paramètres epsilon comme une matrice que je vais appeler M. Et considérer que mes transformations de jauge donc, prennent cette forme-ci, où M c'est certaines matrices en termes d'un nouveau paramètre de jauge. Je peux redéfinir le paramètre de jauge par une redéfinition de ce type-ci. Donc où l'ancien epsilon est relié au nouveau par une matrice inversible. Il est clair que peut dépendre des champs inversibles. Il est clair que les identités de Noether que je tire de ceci ou de ça, c'est équivalent, puisque de là on tire les identités de Noether delta RI alpha égale à 0. De là je tire les identités de Noether, disons, ça je peux l'appeler R' I alpha. Donc. Mais ce n'est pas indépendant, puisque ça c'est la même chose que delta S0 sur delta phi I. RI bêta M bêta alpha. Et donc les identités de Noether ici sont des combinaisons linéaires des identités de Noether anciennes. Donc c'est une liberté qu'on a. On peut décrire la transformation la symétrie de jauge soit avec les R, soit avec les R', qui sont des combinaisons des R à coefficients qui peuvent dépendre des champs. Bon, l'équivalence est même si ça dépend des champs. Alors, en fait, je peux faire plus comme redéfinition. Je peux décider aussi d'ajouter dans ma description. Donc, je peux définir delta eta phi I. En fait, je pourrais aussi ajouter, donc c'est R' eta alpha. Je pourrais aussi ajouter des transformations triviales, ça ne change rien. Donc je peux avoir une nouvelle paramétrisation des transformations de jauge, dans laquelle non seulement je redéfinis le paramètre avec une matrice inversible dépendant des champs, mais aussi j'introduis dans la redéfinition des transformations triviales. A priori, c'est permis. Donc je mettrai un mu I J alpha delta sur delta phi J eta alpha. Donc je pourrais définir les nouveaux R' de manière à englober ça. Donc l'arbitraire que j'ai dans ma redéfinition des transformations de jauge, c'est un changement de paramètre, mais je peux aussi ajouter des transformations triviales. Ce sera toujours des transformations de jauge. Bon. Alors, on va appeler un ensemble générateur ou un ensemble complet de transformation de jauge. Donc on dira que les transformations de jauge que j'ai écrites ici forment un ensemble complet. Si toute autre symétrie de jauge peut être vue comme une transformation de ce type avec un choix de epsilon, plus une transformation triviale. Donc complet signifie que si j'ai une autre... Donc, si j'obtiens une transformation qui conduit aux mêmes identités de Noether, elle peut s'écrire, donc delta lambda phi I, si delta lambda phi I est une transformation de jauge, je peux écrire le paramètre lambda comme une combinaison linéaire. Donc delta, ça va être, disons, un TI lambda. Je peux écrire TI lambda comme un certain choix de epsilon, donc RI alpha lambda alpha, plus éventuellement une transformation triviale qui va dépendre de lambda
delta S0 sur delta phi j. Donc je dirais que j'ai un ensemble complet si toute transformation de jauge que je pourrais trouver peut s'écrire en termes de cette transformation-là, avec des coefficients qui peuvent dépendre des champs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc j'ai un ensemble complet si j'en ai oublié aucune. Qu'est-ce que ça veut dire j'en ai oublié aucune? C'est que si j'en trouve une, elle peut s'écrire en termes de celle que j'ai déjà trouvée, modulo les triviales. D'accord? C'est aussi bête que ça. En d'autres termes, j'ai tenu toutes les identités de Noether non triviales, j'en ai tenu compte quand j'ai écrit cette symétrie de jauge. Alors, on va construire la théorie à partir d'ensembles complets, mais évidemment, il y a une ambiguïté très grande dans le choix des ensembles complets. Comme on l'a vu, on peut redéfinir les R par une matrice qui dépend des champs inversibles, et en plus, on peut ajouter des symétries triviales. Donc, on va s'assurer que le formalisme construit est invariant pour cette ambiguïté. Donc, on va s'assurer que, quelle que soit la manière dont vous avez envie de décrire la symétrie de jauge, soit à l'aide d'R, soit à l'aide d'R', R' où vous avez éventuellement inclus des symétries triviales, quelle que soit la manière dont vous décrivez la symétrie de jauge, on veut qu'à la fin, les résultats physiques que vous obteniez soient les mêmes. Il vaut mieux, parce que si je vous donne une action, vous devez écrire la symétrie de jauge, peut-être que vous allez les écrire d'une certaine manière, quelqu'un d'autre, naturellement, sera conduit à les écrire d'une autre manière. Il faut qu'effectivement, les deux manières conduisent à des résultats physiques identiques. Donc on va s'assurer que... on va construire la théorie quantique, comme vous le verrez, à partir d'un ensemble complet, mais on va s'assurer que le formalisme soit invariant pour le choix d'ensemble complet. C'est-à-dire que si je fais de telles redéfinitions, ça va correspondre à une transformation de symétrie du formalisme. C'est encore un peu abstrait maintenant, parce que je ne vous ai pas dit ce qu'était le formalisme, mais bon, gardons ça à l'esprit. Il y a une ambiguïté dans la description des symétries de jauge. Cette ambiguïté, en principe, ne doit pas avoir de conséquences physiques. Il faut donc s'assurer que le formalisme qu'on construit ne dépend pas des choix qu'on a faits. Bon, alors, pourquoi je parle de cela? En fait, c'est la raison réellement. La raison est la suivante. Il est clair que si je considère le commutateur de deux transformations de jauge. Donc une transformation de jauge laisse l'action invariante. Le commutateur de deux transformations de jauge va aussi laisser l'action invariante. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le commutateur de deux symétries de jauge va être une symétrie de jauge. Et donc va s'écrire comme, si j'ai un ensemble complet, comme une combinaison des générateurs de cet ensemble complet avec des coefficients qui peuvent dépendre éventuellement des champs, plus éventuellement aussi une transformation triviale. Donc ce que l'on sait à coup sûr, c'est que le commutateur de deux transformations de jauge d'un ensemble complet, donc je vais l'écrire, donc j'ai un ensemble complet, donc je vais calculer le commutateur, donc je regarde comment les éléments de cet ensemble complet, donc j'en prends deux, R alpha J, donc je calcule le crochet, donc c'est l'équivalent du crochet de Lie dans l'espace des champs. La transformation de jauge, je peux voir ça comme des champs de vecteurs dans l'espace des champs. Donc je peux calculer leur commutateur, qui est le crochet de Lie. Donc ce que je sais, c'est que ça va laisser l'action invariante. Donc on peut le vérifier directement, d'ailleurs, en travaillant sur les identités de Noether. Donc ce que je sais, c'est que ceci va être une transformation de jauge, va donc être une combinaison linéaire, mais à coefficients qui peuvent dépendre des champs des R donnés, plus un terme qui peut dépendre, qui est une transformation de jauge triviale. Donc ce que l'on sait dans tous les cas, si on a bien un système complet, c'est qu'on va avoir quelque chose comme ceci, qui dépend éventuellement des champs, delta R gamma, R gamma I, plus éventuellement un terme trivial, qui peut dépendre des champs également. Donc ce qu'on sait en général,
simplement par le fait que si on a bien choisi, si on a bien un ensemble complet, si on a bien un ensemble complet qu'on calcule le commutateur des transformations de jauge, comme c'est une transformation de jauge, ça doit pouvoir s'exprimer en termes de l'ensemble complet, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer comme une transformation de jauge de départ avec des coefficients qui peuvent dépendre des champs, plus éventuellement une transformation triviale. Oui? Pourquoi vous avez besoin de prendre un commutateur? Pardon? J'aurais pensé que je peux composer des transformations de jauge, pas juste prendre des... Oui, mais donc c'est des transformations infinitésimales, donc ça revient... si je veux être au niveau de l'algèbre, je dois prendre un commutateur. Donc c'est vrai qu'on peut regarder après le problème de transformation finie, ce qui va être d'ailleurs un peu compliqué quand ça commence à dépendre des champs, donc c'est assez compliqué d'écrire des transformations finies, surtout si en plus on a ça. Mais donc ici je me mets dans le cas simple, je regarde le commutateur. Donc ce que je sais, c'est que le commutateur est une transformation de jauge, et donc quelle que soit la symétrie de jauge, j'aurai ça. Alors, c'est ici que la terminologie algèbre ouverte, algèbre fermée apparaît. Donc en fait, on a toujours une algèbre des symétries de jauge. Simplement, on décrit cette symétrie à l'aide d'un ensemble complet qui ne forme pas nécessairement une base, qui ne forme pas une base de l'algèbre de Lie des symétries de jauge. Donc les symétries de jauge forment une algèbre de Lie, mais c'est une algèbre de Lie énorme avec énormément de redondance. Donc peut-être j'insiste là-dessus. Quand je regarde ici les transformations possibles, je peux faire des changements décrits par une matrice. Cette matrice dépend des champs. Donc si je regarde l'indépendance linéaire avec des coefficients qui sont des nombres, quand je fais une telle transformation, je vais engendrer en général des choses qui sont indépendantes, sur les réels par exemple, mais qui physiquement ne sont pas indépendantes parce qu'on peut faire des redéfinitions des paramètres de jauge qui dépendent des champs. Donc ça veut dire que quand je parle d'ensemble complet, ça n'est pas une base au centre d'algèbre de Lie, où toute transformation de jauge peut s'exprimer comme une combinaison linéaire à coefficients constants des éléments ici. Pour avoir toutes les transformations de jauge, je dois autoriser des coefficients qui dépendent des champs, donc qui ne sont pas juste des nombres réels ou complexes. Donc ce n'est pas une base au sens de même si ceci forme une algèbre de Lie, un ensemble complet n'est pas une base parce que je dois autoriser des coefficients qui dépendent des champs. Bon. Alors, ceci étant dit, donc vous voyez que c'est pour ça qu'ici je peux avoir des champs. Et puis je peux avoir ces termes-là. Alors il se fait, et c'est un peu accidentel en un sens, que dans le cas de l'électromagnétisme, dans le cas de la gravitation, dans le cas de Yang-Mills, ces termes-ci sont absents, et en plus, les coefficients qui apparaissent là ne dépendent pas des champs. Donc l'ensemble générateur forme une sous-algèbre de Lie. Et dans ce cas-là, ça simplifie des tas de choses. Mais il existe des théories, et le premier exemple a été la supergravité, où d'abord on a des coefficients qui peuvent dépendre des champs, mais en plus il peut y avoir ça qui apparaît. Et alors, il est clair que ces coefficients-ci changent quand on change d'ensemble complet. Donc quand je fais des redéfinitions de mes générateurs comme cela, ça va se transformer d'une certaine manière, mais pour les supergravités, on n'arrive pas à se débarrasser, même par redéfinition locale, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Et on a aussi une dépendance en les champs qui apparaît. Et donc, on est obligé, si on veut vraiment comprendre les théories de jauge en général, de traiter des théories qui seront caractérisées par un ensemble complet de symétrie de jauge, qui ne ferment pas, c'est-à-dire qui font apparaître dans leur commutateur des transformations de jauge triviales, mais qui sont non nulles, qui sont là, et autoriser éventuellement aussi une dépendance en les champs de ce qu'on appelle les fonctions de structure. Alors évidemment, l'identité puisque c'est un commutateur, il y a des identités de Jacobi. Les identités de Jacobi vont contraindre les C et vont contraindre les M. Et en fait, ces identités de Jacobi vont être cachées on va en tenir compte implicitement dans le formalisme que je vais construire. Donc c'est clair que
n'importe quoi ici ne peut pas être écrit comme ne vient pas d'un commutateur, ça c'est soumis à des identités qui viennent de Jacobi, mais ça n'implique pas que c'est nul et ça n'implique pas que ça ne dépend pas des champs. D'accord ? Donc il y a des cas simples où on a vraiment une sous-algèbre de Lie de toutes les symétries de jauge, mais en général, ces symétries de jauge ont une algèbre plus compliquée. D'accord ? Et on va développer la théorie dans ce cas général, parce que ce cas général est relevant physiquement, notamment pour les théories de supergravité. Alors j'avais encore une autre chose à dire, c'est que, et ça c'est facile à vérifier, donc je vous laisse vérifier comme exercice, si vous prenez une transformation de jauge quelconque et une transformation de jauge triviale, et que vous en calculez le commutateur, vous obtiendrez toujours une transformation de jauge triviale. Donc les transformations de jauge triviales forment un idéal de toutes les transformations de jauge, et donc c'est une raison de plus de les appeler triviales, ça veut dire qu'on peut travailler à une transformation, on peut identifier deux transformations de jauge qui diffèrent par une transformation triviale. Donc c'est encore pour ajouter au fait que c'est vraiment trivial. Mais néanmoins, même si c'est trivial, donc ça veut dire qu'en fait, ceci n'est pas très important conceptuellement, mais malheureusement, même si c'est trivial conceptuellement, ça peut être présent avec des coefficients non nuls. Donc quand on fait des calculs, il faut tenir compte du fait que quand on calcule des commutateurs, ces coefficients peuvent être présents. On pourrait dire qu'on va essayer de travailler en les quotientant, mais c'est difficile d'effectuer un quotient par cette transformation triviale de manière explicite, de trouver une paramétrisation où il n'apparaîtrait pas. Voilà, donc ceci est évidemment assez général et donc du coup peut-être un peu abstrait, mais je pense que ça va devenir un peu plus concret par la suite. Je voudrais encore, c'est 3 minutes qui me restent, donc dire que je vais également développer la théorie dans le cas où les systèmes générateurs sont ce qu'on appelle réductibles. Donc ça arrive, si on veut préserver la localité, qu'on doive décrire la symétrie de jauge de manière complète, mais un peu redondante. C'est-à-dire qu'il peut se faire que certains choix de paramètres de jauge conduisent à une transformation triviale. Donc il peut se faire que ces transformations de jauge ne sont pas toutes indépendantes. Et l'exemple type, c'est les théories de P-forme abéliennes, où, par exemple, une 2-forme. Donc les transformations de jauge, j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement après, c'est la dérivée extérieure d'une informe quelconque. Mais vous voyez que si lambda mu est elle-même la dérivée extérieure d'une fonction, ceci est identiquement nul. Donc ça veut dire que toutes les transformations de jauge ici ne sont pas indépendantes. Donc on va développer la théorie également dans ce cas-là. C'est-à-dire on va pas supposer que les RI alpha sont indépendants, on veut vraiment être le plus général possible. Il peut exister certaines relations sur les RI alpha, c'est-à-dire il pourrait exister des Z alpha qui dépendent des champs, tels que lorsque je choisis, donc quand je fais cette combinaison linéaire des transformations de jauge, donc si je choisis epsilon alpha sous la forme Z alpha delta quelque chose, eh bien, j'obtiens une transformation triviale. Donc je vais autoriser ceci. Alors le formalisme est plus compliqué dans ce cas-là, parce que, j'expliquerai, pour tenir compte des transformations de jauge, on introduit des fantômes, on introduit des antichamps, mais on fait du surcomptage quand on travaille avec des transformations de jauge qui ne sont pas indépendantes, et donc il faut tenir compte de ça en compensant par des fantômes de fantômes et des antichamps d'antichamps. Donc tout ça va être clair plus tard, mais à ce niveau-ci, on va être tout à fait général et couvrir toutes les possibilités connues et imaginables. On a des transformations de jauge qui se ferment mal et qui peuvent être non indépendantes,
Et en fait, même non indépendantes, modulo les transformations triviales. Ici, je ne dois pas utiliser les équations du mouvement pour voir qu'il y a une redondance dans la description, mais parfois, c'est uniquement modulo des transformations triviales qu'on voit qu'il y a cette redondance. Donc on va vraiment couvrir, et ça c'est une des beautés du formalisme de Vataline et Wilkowiski, la théorie de jauge la plus générale. En tout cas, tous les exemples que je connais rentrent dans ce schéma. Donc ça ne veut peut-être pas dire que c'est la plus générale, mais... Donc, c'est-à-dire des symétries de jauge qui ne sont pas nécessairement indépendantes, il peut y avoir de la redondance, et qui ne se ferment pas avec des fonctions, des champs qui sont vraiment des fonctions, et des transformations triviales qui apparaissent quand on calcule les commutateurs. Alors tout ça complique la formulation de l'intégrale de chemin, par exemple, parce qu'on va voir que ces termes-là conduisent à des termes quartiques en les fantômes, lorsqu'on écrit l'intégrale fonctionnelle, oui, alors que la méthode donc on ne peut pas en rendre compte par la méthode que vous connaissez peut-être certains d'entre vous de Fadeev-Popov. Fadeev-Popov, lorsqu'on a une symétrie qui a cette propriété-ci, n'est pas applicable, ne donne pas tous les bons vertex. Donc il y en a qui manquent. Et en fait, le formalisme a été développé précisément en supergravité pour rendre compte de cela. Et on s'est rendu compte qu'à cause de ceci, il fallait des interactions supplémentaires en les fantômes. Bon, tout ça, j'expliquerai. Mais donc, donc ceci n'est pas juste académique. Il y a des théories où il est essentiel de tenir compte de cela. Et ça fait sortir du cadre de Fadeev-Popov. Pour ceux qui connaissent Fadeev-Popov, j'expliquerai plus tard. Et donc... ceci n'est pas, comme je l'ai dit, académique. Ça va ? Alors, je pense que je dois m'arrêter, il est 16 heures. S'il y a des questions, n'hésitez pas, maintenant ou plus tard. Mais s'il y en a déjà maintenant, vous pouvez les poser maintenant.